Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les administrateurs, mesdames et messieurs les représentants des ministères, mesdames et messieurs, adhérents, constructeurs, aménageurs et promoteurs de notre union, de notre pôle habitat, mesdames et messieurs les partenaires, mes chers amis. Le moment est venu pour moi de conclure notre convention nationale qui, enfin, a pu se dérouler. Merci à nos amis de la SMA BTP, merci, cher Jacques, de nous avoir accueillis pour cette journée. C'est une joie de vous avoir retrouvés. Quel plaisir d'avoir pu passer cette journée à vos côtés, d'avoir pu échanger, débattre, partager. Certes masqué, mais en personne. Et ça, c'est quand même bien mieux. À nouveau, je voudrais redire ma fierté de présider notre union. Une union qui accueille toujours plus de nouveaux membres. Une union plurielle qui se distingue par la complémentarité des professions qu'elle fédère. Une union dynamique et résolument tournée vers l'avenir, la qualité et les métiers. Je suis heureux de dire ici, devant notre nouveau président de la Fédération française du bâtiment, mon cher Olivier, nous sommes fiers d'appartenir à la grande famille de la FFB. Nous représentons ensemble la diversité des métiers qui agissent pour l'aménagement du territoire, l'habitat et le cadre de vie de nos concitoyens. Constructeurs de maisons, promoteurs immobiliers, aménageurs fonciers et rénovateurs globaux. Notre intelligence collective nous a permis d'appréhender les problématiques de chacun dans une vision globale. Cette compréhension des attentes de chaque métier et ce respect de leurs spécificités nous confèrent une capacité augmentée à formuler des revendications solides au service des intérêts de nos différentes professions et de celles de l'ensemble de la filière. Notre communauté d'intérêts fait ses preuves dans les combats politiques que nous menons en faveur du logement et de l'habitat. Elle nous permet de porter une parole qui pèse, d'être écoutée et régulièrement entendue, comme en témoigne cette victoire majeure de 2019 qui était la prorogation du PTZ pour les zones B2 et C. Le contexte de crise dans lequel nous évoluons depuis le début d'année nous permet tous de mesurer combien il est essentiel d'appartenir à une union puissante, engagée, reconnue, qui rassemble, informe, conseille et accompagne ses membres autant qu'elle représente et défend leurs intérêts. Ce contexte, cette période, renforce ma conviction de la pertinence d'avoir engagé, avec le Bureau national dès les premières semaines de mon mandat, le chantier délicat mais essentiel du changement de nom de notre union que notre Assemblée générale a approuvé ce matin et qui vient de vous être dévoilé. Avec Pôle Habitat FFB, 2020 marquera donc une étape importante pour notre union et pour notre destin commun. 2020 est aussi une année importante pour nos adhérents constructeurs de maisons et pour notre union. Nous avons aujourd'hui le privilège de célébrer, avec le précieux concours de la SMA BTP et de CGI Bâtiment, les 30 ans de la loi de 90 et du contrat de construction de maisons individuelles. 30 ans, l'âge de la maturité. Il est utile de rappeler que cette loi, que le CCMI, sont nés de la volonté des constructeurs de maisons et de leur union de s'engager résolument pour la qualité et la protection du consommateur. Ce contrat sécurise chaque année le projet de vie de milliers de Français. En s'engageant avec détermination et conviction dans cette voie vertueuse, les pères fondateurs du CCMI ont permis l'émergence et la reconnaissance d'une profession responsable et respectée. La part de marché du CCMI n'a cessé de progresser et je suis certain qu'elle peut encore progresser pour le bien de cette profession et la protection des consommateurs. Cela suppose d'agir collectivement pour renforcer la notoriété du contrat de construction auprès des consommateurs, de continuer à montrer et à démontrer la longueur d'avance qu'ont les constructeurs de maisons en matière de qualité, de compétitivité et d'innovation, et de lutter vigoureusement contre la concurrence déloyale que constituent les faux constructeurs. Les actions doivent aussi être conduites pour simplifier les clauses qui créent encore du doute ou de l'insécurité. D'autres évolutions, rappelées ce matin, sont attendues. Modernisation de la notice descriptive, suppression du chiffrage des revêtements muraux et des travaux de branchement extérieur. Les débats de la matinée ont aussi permis de mettre en perspective les défis qui se présentent pour nos constructeurs et pour la maison individuelle. Tout d'abord, l'impact du digital et de la numérisation.
Des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années dans la digitalisation du métier et des process, notamment sur le marketing, le commerce et la relation client. Le confinement a encore accéléré les usages. Durant cette période, nous avons aussi pu mettre à la disposition de nos adhérents, via la SABTP, un CCMI dématérialisé et sécurisé que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. La maquette numérique, les nouveaux modes constructifs, les nouveaux usages, la question environnementale et l'optimisation du produit représentent également des voies d'avenir. Autant de sujets qui nourrissent le formidable et unique travail de recherche et de développement que nous menons au quotidien avec l'ensemble de nos partenaires, dont je remercie ici la force et la fidélité de leur implication à nos côtés. Ensuite, il y a la question de la prévention des risques sur les chantiers de maisons individuelles que notre Union a su prendre à bras-le-corps. Un travail remarquable a été effectué dans le cadre du guide des bonnes pratiques en prévention des risques professionnels sur les chantiers de maison. Ce guide va mettre en mouvement la profession sur ce sujet majeur. Il y a enfin le défi de la rénovation des maisons et plus largement la question de la rénovation globale des logements. Il constitue, comme en témoignent plusieurs mesures du plan de relance du gouvernement, un enjeu central et majeur des politiques publiques en matière d'habitat et de transition écologique. 2020 est enfin une année inédite et nous sommes entrés depuis quelques semaines dans une nouvelle phase de cette crise sanitaire qui nous a saisis avec brutalité. La phase de la relance, en réponse à la crise économique et sociale qui s'amplifie. En dévoilant les mesures de France Relance le 3 septembre dernier, il est toutefois clair que le gouvernement n'a pas pris la mesure du décrochage du secteur du logement neuf. Aujourd'hui, plus de 100 000 logements neufs sont déjà menacés pour 2020. Si rien n'est fait, si aucune mesure à prise rapide ne vient stimuler la demande et solvabiliser, soutenir l'offre et booster la reprise de nos marchés, le scénario du pire est à craindre. En même temps, et en dépit de la situation, l'euphorie en matière de normes, de contraintes qui ralentissent les projets et réenchérissent les coûts ne faiblit pas. À cela s'ajoutent les injonctions à lutter contre l'artificialisation des sols. Notre Union partage, comme la ministre, les nécessités d'une plus grande sobriété foncière. Mais définissons clairement cette notion. Partageons-la et cessons de stigmatiser telle ou telle forme d'habitat. Le gouvernement fait du neuf, et c'est devenu malheureusement une fâcheuse habitude, le parent pauvre d'un plan de relance destiné à faire face à une crise d'ampleur historique. Il y a urgence à réagir. Le secteur est au bord de l'asphyxie. Le gouvernement doit placer le logement au cœur de la relance et porter politiquement la nécessité de construire, et pas seulement dans les zones dites tendues, autant qu'il porte la nécessité de rénover. Il doit affirmer que la construction neuve sert la relance et doit mobiliser les élus locaux et l'État local, comme il l'a si bien fait sur la question de la revitalisation des cœurs de ville et de l'artificialisation des sols, pour libérer du foncier là où les besoins sont avérés et pour concrétiser les projets et les opérations qui sont à portée de main. Trop de projets sont aussi en souffrance du fait de la complexité et de la lourdeur des procédures et des réglementations. Ce que nous portons, c'est un choc de simplification à hauteur de la crise inédite que nous traversons. L'urgence de la situation doit nous conduire à oser des mesures disruptives, à sortir du cadre, à responsabiliser les acteurs et à faire confiance aux professionnels. Il convient aussi de restaurer la confiance des opérateurs et des acquéreurs en levant les trop nombreuses incertitudes qui pèsent sur nos marchés. Je veux bien naturellement ici parler du devenir des aides au logement neuf, du PTZ et du Pinel. La ministre vient de confirmer sa volonté de les maintenir jusqu'à cette échéance. C'est heureux car nos métiers de long terme, la visibilité et la stabilité, pour eux, sont fondamentales. C'est heureux, mais ces annonces ne sont pas suffisantes. La situation de court terme qui est rencontrée par nos entreprises et les très nombreux ménages fragilisés par la crise économique et le resserrement du crédit nous impose d'aller au-delà. D'autant que les pistes d'amélioration de ces dispositifs à horizon 2022 restent encore à préciser et que l'on pressent que la dimension environnementale,
qui est un sujet majeur sur lequel nos professions travaillent ardemment depuis de nombreuses années, jouera un rôle central. Dans cette affaire, il serait redoutable que les améliorations apportées entraînent surcoûts, contraintes excessives, contingentement et accroissement des fractures territoriales. S'agissant de l'accession à la propriété et du PTZ, qui représente, rappelons-le, un outil de cohésion territoriale et de justice sociale, nous apposons à restaurer dès 2021 une quotité de près à 40% sur tout le territoire. Nous appelons également à restaurer l'APL accession, un effet de levier significatif pour de nombreux ménages et beaucoup moins coûteux pour les finances publiques que l'APL locative. S'agissant de l'investissement locatif et du dispositif Pinel, nous appelons aussi à le renforcer dès 2021. Nous militons dans ce contexte pour la suppression de l'exclusion de la maison individuelle, la rouverture de l'éligibilité à la zone B2, l'augmentation de la réduction d'impôt et la suppression de la limitation du nombre d'investissements réalisables annuellement. Mes chers amis, la ministre nous invite à imaginer de nouveaux modes d'habitat plus contemporains, plus hybrides, plus ouverts, plus sobres en énergie, en carbone ou en terre. Ensemble, nous pouvons démontrer que cette mutation est à l'œuvre depuis de nombreuses années et nous pouvons affirmer que nous n'avons de cesse de progresser pour répondre avec encore plus d'efficacité aux grands enjeux du secteur. Ensemble, nous pouvons lutter contre les procès inutiles de telle ou telle forme d'habitat et les clichés persistants. Ensemble, nous pouvons peser dans le débat d'idées et porter haut la voix et les aspirations des Français qui, chaque année, dans tous les territoires, trouvent dans nos offres une solution à leurs besoins et une réponse adaptée à leurs attentes. Ensemble, rassemblons largement autour de nous les consommateurs, les ONG et les acteurs de l'acte de construire, urbanistes, architectes, ergonomes, ingénieurs, aménageurs, constructeurs et entreprises, et ouvrons une réflexion élargie et partenariale autour de l'habitat de demain. Ensemble, agissons pour que les mesures indispensables à la relance de nos activités, à la construction de logements abordables et la sauvegarde de l'emploi de notre secteur soient prises. Mes chers amis, les semaines et les mois qui viennent de s'écouler ont été éprouvants pour nos entreprises, nos organisations, nos collaborateurs et nos activités. Les prochaines semaines continueront d'être intenses et décisives. Soyez certains que notre mobilisation au plan national comme dans les territoires ne faiblira pas. Vous avez à vos côtés une union au travail, une union combative, une union qui agit dans l'intérêt de vos professions et de vos activités. En avant le logement, en avant Pôle Habitat. Merci.